Il y a 1000 ans, 9 personnes sur 10 vivaient ici. Non pas dans un château, mais dans un petit village, en campagne, avec des forêts. À quoi ça pouvait bien ressembler la vie il y a 1000 ans? Je vous laisse venir avec moi. Oubliez Internet, oubliez les horloges. Bienvenue dans le monde merveilleux de la nature, des saisons et du soleil. La société de l'époque se divise entre trois grandes catégories. Ceux qui combattent, les chevaliers, les nobles, ceux qui prient, tout le domaine ecclésiastique, et ceux qui travaillent, vous et moi, environ 95% de la population française de l'époque. Donc j'ai trouvé intéressant aujourd'hui de vous présenter la vie quotidienne d'un paysan, ses tâches du lever du soleil au coucher du soleil. Alors pour mettre un peu de contexte, premièrement, vous aviez de grandes chances de vivre déjà dans un petit village, un petit hameau, une centaine d'âmes, regroupés autour d'un puits, d'une source. Et c'est une vie qui était, ma foi, je le pense en tout cas, plutôt tranquille par rapport à aujourd'hui. Moins stressante, c'est sûr, et peut-être plus en adéquation avec la nature en général. Alors bien sûr, vous pouviez être parfois embêté, si ce n'est plus que ça, par des épidémies, comme il y en a toujours eu, et des guerres, pareillement. Sauf que l'information à l'époque, travaillant et bougeant souvent à pied, eh ben, vous pouvez mettre plusieurs jours à apprendre une nouvelle d'une bataille qui s'est passée relativement proche de vous, une cinquantaine de kilomètres. Eh bien, vous pouvez savoir que la bataille a eu lieu peut-être 3 jours plus tard. Le quotidien reste donc très local. Donc aujourd'hui, venez avec moi, je vais vous montrer du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, à quoi ressemblait la vie d'un paysan du Moyen-Âge. Donc, vous ne vous réveillez sûrement pas comme aujourd'hui avec un réveil. Qu'est-ce qui vous réveille alors? Eh bien, possiblement, si vous avez déjà vécu à la campagne, vous devez voir ce que j'essaie de vous dire. Vous savez, ce qu'on appelle aujourd'hui les bruits de la campagne, donc les animaux, les poules, le coq qui chante au lever du soleil, les gros animaux, les bœufs, les cochons, qui commencent à faire du bruit quand c'est le matin. Pourquoi? Parce qu'ils attendent que vous leur donniez à manger. Donc, très possiblement, c'est sûrement ça qui vous réveillait au Moyen-Âge. La première chose, au lever du soleil, la luminosité commence à augmenter, vous ouvrez les yeux, vous entendez vos quelques poules qui font un peu de bruit, votre cochon est vraiment quelque chose d'important, il va vraiment vous aider à passer l'hiver. Et donc, vous vous réveillez et avant même de faire votre toilette ou de manger un bout, eh bien, vous sortez de chez vous. Vous sortez de chez vous et vous vous occupez rapidement, en tout cas, de vos animaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, donner des graines aux poules, donner peut-être les restes périmés de la veille aux cochons. Et surtout, vous faites un tour des différents enclos que vous pouvez avoir pour vérifier qu'il n'y a pas eu de soucis pendant la nuit. Des renards qui auraient mangé une de vos poules, un cochon qui se serait échappé. Et un cochon qui s'échappe, c'est une catastrophe pour un paysan. Donc c'est sûrement la première chose que vous faites, je pense, en vous réveillant, et d'aller vérifier que vos animaux vont bien. Bon, eh bien, vous avez fait ça, on est vraiment à l'aurore, hein, c'est le départ de la journée. Qu'est-ce que vous faites ensuite? Possiblement, vous rentrez chez vous. Vous rentrez chez vous et vous faites une petite toilette. Alors, il faut vraiment s'enlever de la tête, si vous voulez, l'image d'un Moyen-Âge vraiment sale, où les gens puaient. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, on est dans une époque qui est assez hygiéniste. On fait attention à notre hygiène, on fait attention à notre hygiène dentaire, à notre hygiène corporelle. Est-ce que vous pensez vraiment qu'à l'époque, on ne sentait pas la transpiration? Ou plutôt que la transpiration n'incommodait personne? Bien sûr que si. Et donc les gens, qui n'étaient pas forcément plus stupides qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se nettoyaient. Alors c'est sûr, ils n'avaient pas une baignoire et une douche. Ce sont les baignoires, les bacs, comme on les appelait, sont quelque chose de réservé à une classe sociale supérieure. Il faut faire chauffer de l'eau, il faut avoir la bassine, déjà, chez soi. Ce que, bien sûr, les paysans, souvent, n'avaient pas. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, possiblement, ils commençaient à allumer le feu en se réveillant et ils faisaient chauffer un tout petit bol d'eau chaude
au moins pour se rincer, on va dire, les parties les plus importantes. Les parties génitales, les aisselles, les pieds. Tout dépend, si vous êtes en été, vous avez transpiré, donc vous voulez vous enlever un peu cette crasse qui s'est accumulée sur vous pendant la nuit. Pour l'hygiène bucco-dentaire, alors bien sûr, pas de brosse à dents comme aujourd'hui, mais très certainement au moins s'enlever les grandes parties de nourriture restées dans les dents avec, un peu comme on le ferait aujourd'hui avec un cure-dent, et sinon simplement avec son doigt, tout simplement. Et donc, vous vous laviez de façon assez sommaire, en tout cas tous les jours, et possiblement, dépendant de là où vous habitez, vous aviez sûrement un ruisseau, une rivière, pas loin de chez vous, et à ce moment-là, vous alliez au moins une fois la semaine prendre un bain naturel. Bien sûr, beaucoup plus agréable en été qu'en hiver, cela va sans dire. Mais donc, vous êtes chez vous, vous venez de faire chauffer votre bol d'eau chaude, vous venez de vous rincer. Bon, qu'est-ce que vous faites de ce bol d'eau chaude, premièrement? Bah, possiblement, vous allez dans votre petit jardin, vous avez sûrement une petite arrière-cour derrière chez vous, et vous prenez ce bol et vous le mettez sur vos plantes. Et oui, parce que, comment vous dire, une tâche vraiment pénible au Moyen-Âge, et qui était surtout une tâche qui incombait aux femmes, c'était d'aller chercher l'eau. Chercher l'eau, c'est harassant. Chercher l'eau, dépendant d'où est la source, ça prend du temps, c'est pas toujours très sûr, dépendant de là où est la source, et puis c'est lourd, c'est vraiment lourd. Donc l'eau est une ressource précieuse, on ne la gaspille pas, vous venez de prendre votre douche, vous prenez l'eau, vous la mettez sur votre plante. Vous devez avoir un petit jardin de subsistance derrière chez vous, avec quelques légumes, quelques aromatiques, de la menthe principalement, de la sauge, et puis voilà, des légumes qui vous permettent un peu de varier votre alimentation, si vous voulez. Donc vous faites ça, vous nettoyez, et bien sûr aussi à l'époque, quand on parle d'hygiène, chez nous on peut aussi parler de tout ce qui va être les rebuts de notre corps, bien sûr, les sanitaires. Et donc bien sûr vous n'avez pas de toilette avec une chasse d'eau. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on avait ce qu'on appelait des pots de chambre à l'époque, donc un endroit où vous pouvez mettre vos déjections. Et alors, ces deux parties, que ce soit l'urine ou les matières fécales, vont être bien sûr utilisées. Encore une fois, on est dans une société où c'est plutôt compliqué d'acquérir des ressources, et donc qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez à économiser et à rentabiliser au maximum. Et donc qu'est-ce que vous en faites? La première chose, déjà pour votre urine, vous aviez très certainement dans votre jardin un espèce de tonneau dans lequel vous déversiez votre urine de la nuit tous les matins. C'était souvent une tâche qui incombait aux femmes, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, dans l'urine, vous avez ce qu'on appelle de l'ammoniac. Et l'ammoniac, c'est un blanchisseur naturel, si vous voulez. Et donc, on laissait macérer cette urine pendant une semaine, et toutes les semaines, à un jour fixe, mettons le samedi par exemple, et bien tous les samedis, les femmes se regroupaient au village, près du lavoir, pour laver leurs vêtements qui étaient d'ailleurs un peu comme celui-ci, des vêtements en lin. Celui-ci n'est pas très blanc, mais justement, en utilisant de l'urine macérée, vous pouviez arriver à des teintes de plus en plus blanches. Et alors on peut imaginer un espèce de concours, si vous voulez, entre les femmes du village pour avoir le lin le plus blanc, qui arriverait à avoir voilà, l'éclat le plus important sur ses vêtements. On peut imaginer ça. Donc ça, c'est pour votre urine, et pour vos matières fécales, eh bien, vous les entreposiez quelque part chez vous, mélangez de la paille, et vous allez vous en servir plus tard dans l'année pour vos champs, bien sûr, en tant qu'engrais. Et vous allez faire pareil avec les matières fécales de vos animaux, vos cochons, vos poules. Voilà, donc vous ne perdez rien, vous utilisez tout au maximum, ça c'est vraiment important. Et donc, vous venez de faire votre toilette, vous sortez de votre chambre, et alors, je dis votre chambre, c'est sûrement un abus de langage. Dépendant de votre classe sociale, vous avez sûrement une pièce, donc pas vraiment de chambre. Vous avez tout dans la même pièce. Le lit parental, dans lequel dormaient souvent les enfants, donc tout le monde était ensemble dans le même lit. Ça aussi, c'est assez intéressant, et je pourrais vous en parler, notamment si on parle un jour d'auberge. Vous verrez que dans les auberges, eh bien, des fois, vous pouviez
comment dire, louer une place dans un lit, pas vraiment une chambre. Bon, bah ça, c'est quelque chose qui est intéressant et on pourra en parler la prochaine fois. Mais bon, revenons. Vous êtes dans votre mansarde et vous venez de faire votre toilette et maintenant vous avez faim. Vous avez faim parce que vous avez une dure journée de labeur qui s'annonce devant vous. Alors, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, possiblement, le feu, il commence juste à s'allumer. Votre femme commence à l'allumer parce que, comme je vous ai dit, vous avez fait une toilette ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, possiblement, vous ne mangez pas forcément chaud. Vous allez manger des restes de la veille, voilà, s'il vous reste quelque chose de la veille. Pas forcément du pain, vous n'avez pas du pain frais tous les jours, donc du pain qui commence un peu à durcir, voilà, ça dépend, hein. Un pain un peu plus rassis, si vous voulez, du fromage, dépendant encore une fois de là où vous êtes. Si vous êtes dans une région avec des chèvres, avec des vaches, bah, vous allez avoir du fromage, de la crème, du lait. Donc, une ressource, on va dire, un peu de protéines. Donc voilà, du fromage, un reste de viande, un peu peut-être de la venaison, hein. Alors même si c'était interdit, bon, écoutez, si vous arrivez à choper un ou deux lièvres, pourquoi s'en priver? Et ce qu'on va appeler de la cervoise. Alors, la cervoise, c'est peut-être pas le mot enfin, qui existait au Moyen-Âge, en tout cas, c'est à ça que je le rapproche. Ce que j'appelle cervoise, c'est une bière très riche en calories. Donc pas forcément une bière qui est très forte en titrage, très forte en alcool, mais qui est très dense caloriquement. Et ça va vous être utile toute la journée, car vous allez voir, vous n'allez pas chômer. Alors voilà, vous êtes sorti de chez vous et vous arrivez dans un champ. Vous avez sûrement pris un peu de nourriture avec vous, soit parce que vous êtes en période de moisson et que vous n'avez pas forcément le temps de rentrer chez vous pour manger le midi, soit eh bien, votre champ n'est pas si loin que ça de votre hameau, et en général il ne l'est pas, et auquel cas vous rentrez à midi pour manger. Alors, on peut le voir par exemple ici. Alors, bien sûr, vous avez ici des labours qui sont modernes, bien sûr. Mais on peut le voir ici, des bandes de terre qui sont plus longues qu'elles sont larges. Et pourquoi? Eh bien, par exemple, au Moyen-Âge, ça s'explique beaucoup parce que une charrue, donc l'instrument qui va vous servir à retourner la terre, eh bien, une charrue, c'est un instrument qui est lourd et qui va être traîné, plutôt tiré, pardon, par des bœufs ou des chevaux. Et vous n'avez pas forcément envie de sortir la charrue de terre, de faire tourner les bêtes pour recommencer tous les 50 mètres. Et donc bah, vous avez tendance à, une fois que vous êtes parti, à filer tout droit. Et donc vous avez, comme ici, des bandes de terre qui sont plus larges qu'elles sont longues. Quelles sont les principales activités que vous avez à faire dans votre champ? Le premier, c'est préparer votre sol avec de l'engrais. C'est un travail qui est très fatigant. Vous mettez à peu près 1 heure à couvrir une vingtaine de mètres carrés et sur cette heure, vous soulevez et vous retournez 8 tonnes de terre. Ça fait beaucoup. La deuxième étape, maintenant que vous avez préparé votre champ, que vous avez commencé à mettre de l'engrais dedans, et bien ce que vous allez faire, c'est le labourer. Et le labourer, pareil, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Pour vous donner une idée, il faut environ 3 à 4 labours sur une seule parcelle, car les outils de l'époque sont très peu performants et vous avez besoin de faire rentrer profondément les graines dans le sol. Donc pour vous donner une idée, il faut environ 1 mois pour faire 4 labours sur 3 hectares. C'est vraiment peu. C'est vraiment peu et on peut voir que l'efficience du travail est très faible. Et donc ça demande énormément de travail tous les jours. Maintenant que votre champ est labouré, vous allez avoir besoin de planter des graines. Et vous allez avoir un rendement qui est, ma foi, fort faible. Pour vous donner une idée, le seigle, vous plantiez 1 kg de graines, vous ressortiez 1,6 kg. Alors, ça peut vous paraître beaucoup, mais ça l'est vraiment pas. L'orge, vous plantez 1 kg d'orge, vous ressortez 1 kg d'orge. Donc tout le travail que vous y avez mis n'est pas forcément bien récompensé par la nature. Donc ça, c'est un problème. De plus, vous avez un sac en bandoulière avec vos graines dedans, que vous semez comme ça en marchant. Et alors, ce sac fait déjà environ 8 kg, donc c'est déjà assez lourd.
Ensuite, vous marchez beaucoup, vous marchez une quinzaine de kilomètres par jour, donc forcément, vous atteignez vos 10 000 pas assez rapidement. Et donc vous faites énormément de changements. Ce sac de 8 kg, vous le changez une trentaine de fois dans la journée. Donc pareil, encore une fois, un travail éreintant, un travail dur, physiquement surtout. Ensuite, vous allez avoir la moisson. Alors pour le coup, j'ai changé d'équipement. Ici, vous avez une petite serpe. Vous pouviez aussi avoir une grande faux. Alors une grande faux, vous voyez, c'est cette espèce d'instrument beaucoup plus grand que celui-ci, où vous donnez un peu des coups comme ça de hanche, des coups de rein, pour pouvoir faucher les blés que vous avez devant vous. Alors, la coupe, c'est assez simple. Vous preniez votre gerbe de blé de la main gauche et de la main droite, en vous penchant un peu, vous essayez comme ça de couper votre blé. Donc ça, c'est le travail des hommes, avec la serpe, avec la faux. Les femmes sont derrière, et les femmes ramassent les épis qui ont été coupés et les lient entre eux. Et donc, on va en parler juste après, mais vous allez voir, les femmes travaillent elles aussi beaucoup. Et ma foi, parfois plus que les hommes. Maintenant que vous avez récolté vos épis, vous allez devoir séparer la paille du grain. Alors comment vous allez faire? Eh bien, soit vous les foulez aux pieds, donc avec vos jambes, vous ou vos animaux, pour encore une fois séparer le grain de la paille. Soit, s'il fait mauvais, alors aujourd'hui c'est pas le cas heureusement, mais s'il fait mauvais, vous le faites en intérieur. Et donc vous étalez vos épis sur une surface plane, et avec ce qu'on appelle un fléau, vous allez taper vos épis dans le but de séparer la paille du grain. Alors une fois que vous avez votre paille, votre grain, vous allez en faire deux choses. Premièrement, vous allez payer votre seigneur. Donc la récolte étant finie, vous prenez une partie de vos grains que vous donnez directement à votre seigneur. Alors les pourcentages varient, mais imaginez donner 20-30% de votre récolte. Après tout le travail que vous y avez mis, c'est pas forcément le moment le plus joyeux de l'année. Bon, vous donnez une partie de votre grain, il vous reste de la paille. Et la paille, encore une fois, on n'est pas dans une société d'abondance comme aujourd'hui, où vous pouvez vous faire livrer ce que vous voulez. Tout ce que vous récoltez, tout ce que vous faites, eh bien, vous essayez de l'utiliser au maximum. Et donc la paille, qu'est-ce que vous en faites? Eh bien, vous pouvez vous en servir pour faire de la chaume. La chaume, vous savez, ce sont ces toits en paille qu'on retrouve sur vos maisons. Et bien, vous utilisez la paille de vos récoltes pour vous servir de chaume pour vos toits. Dernièrement, le grain, vous n'avez pas à le manger comme ça, il vous faut le moudre. Et bien souvent, le moulin du village, ou le moulin de plusieurs villages, est détenu par un seigneur. Un seigneur qui va y mettre un meunier, donc un meunier dont le travail est de moudre le grain. Souvent, dépendant de la région, alors par chez moi, c'était plutôt des moulins à eau, parce que je suis dans une région qui est assez montagneuse, mine de rien, donc il y avait beaucoup de courants, beaucoup de torrents, beaucoup de choses comme ça, donc moulins à eau, mais certaines parties du nord de l'Europe, vous aviez des moulins à vent, bien sûr. Et donc vous avez une meule en pierre qui tourne sur un espèce de gros bassin en pierre dans lequel vous allez mettre vos grains pour en faire de la farine. Et alors, ce meunier, dans ce moulin, est payé par le seigneur, logé par le seigneur, ce qui fait qu'auprès des paysans, il a souvent une bien mauvaise réputation pour plusieurs raisons, mais la principale étant que vous amenez un sac de grains gros comme ça, et vous repartez avec de la farine gros comme ça. Et donc vous avez toujours un peu l'impression que le meunier en a gardé un peu sous le tapis, en tout cas qu'il vous a volé. Et donc, vrai ou pas vrai, c'est sûrement à moitié vrai, mais souvent à tort, je pense que des meuniers ont été un peu ostracisés de leur village parce qu'ils étaient soupçonnés de vol alors que c'était pas vrai. Mais voilà, on ne pouvait pas forcément savoir. On peut dire qu'il était de mèche avec le seigneur local, et donc forcément, qui dit moins de farine pour vous, dit moins de temps à subsister l'hiver. Donc pour votre principal plat de subsistance, c'est normal que ça vous énerve. Et donc voilà, mauvaise réputation pour les meuniers. Donc, le midi, comme je vous ai dit, alors soit vous avez apporté votre nourriture car vous êtes en période de moisson et vous n'avez pas de temps à perdre, auquel cas vous mangez ici avec vos collègues, soit vous rentrez chez vous. Dans tous les cas, à midi, il est fort possible que le feu chez vous ait été allumé le matin par votre femme. Donc, vous avez plus tendance à manger quelque chose d'un peu plus chaud que le matin. Alors, comment va être composé ce repas du midi? Bien, souvent du pain, de la viande,
pas forcément à tous les repas bien sûr, hein, mais possiblement un morceau de lard, un morceau de, voilà, pas vraiment de charcuterie, mais de cochon, parce que c'est souvent la viande qui est qui est la plus accessible pour vous, parce que souvent vous avez un porc chez vous. Alors possiblement, c'était interdit, hein, mais possiblement que, eh bien, à côté de vos champs, vous voyez, en pleine nature comme ça, il n'est pas rare de voir passer un lapin, un chevreuil. Possiblement, si le Seigneur ne regarde pas, eh ouais. Alors c'était interdit, mais en soi, tout le monde aime la viande. Enfin, une bonne partie des gens aiment la viande. Donc, si on ne vous regarde pas, pourquoi vous vous en priveriez? Alors bien sûr, c'était interdit de chasser pour beaucoup de gens au Moyen-Âge, mais les paysans n'avaient pas le droit de chasser, en tout cas pas dans la plupart des forêts qui étaient tenues par des seigneurs. La chasse était un loisir qui était un loisir noble, et donc réservé à la noblesse. Et donc tout ce qui est, on va dire, entre guillemets, braconnage, chasse, pour le paysan n'était pas autorisé. Et alors on a des espèces d'interviews de l'époque où on demande pour des recensements quelles était la nourriture qu'ils avaient l'habitude de manger, et bien sûr la viande était absente. Mais enfin, vous êtes paysan à l'époque, quelqu'un vient vous demander qu'est-ce que vous mangez à midi, vous n'allez pas dire ah, je me fais un petit morceau de chevreuil ou un petit civet de lapin. Ben non, parce que vous n'êtes pas censé pouvoir le manger, donc vous ne le dites pas. Mais enfin, ça ne m'étonnerait pas que les gens en mangeaient quand même. Donc, un peu de viande, quelques fèves, potage, voilà, ce genre de choses. Les pommes de terre n'existent pas encore, enfin, n'existent pas encore, en Europe en tout cas. Donc vous avez beaucoup de fèves. Suivant où vous habitez, vous êtes proche d'un cours d'eau, vous avez du poisson aussi. Donc voilà, un repas assez consistant, peut-être moins consistant que le matin, ou tout comme. Et ce sera votre dernier gros repas de la journée. Le soir, vous mangerez plus léger. Une dernière partie que je voulais voir avec vous, c'est le travail des femmes et des enfants. Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, une femme au Moyen-Âge travaillait beaucoup. Elle avait plusieurs tâches dans la journée. Alors, des tâches, on va dire, communes, la lessive, une fois par semaine, faire à manger, s'occuper des enfants, jusqu'à que les enfants puissent se débrouiller tout seuls, s'occuper du foyer en général, du jardin que vous avez derrière chez vous. Mais pas que. Pas que, parce que en cas de forte activité agricole, comme au temps des moissons, et comme je vous ai dit tout à l'heure, les femmes sont nécessaires pour aider les hommes à aller plus vite, parce que la charge de travail est vraiment importante. Et donc les femmes se retrouvent à faire des tâches ménagères, des travaux de champ, mais aussi, et peut-être la pire des tâches, aller chercher de l'eau. Parce que dépendant où est votre source d'eau potable, eh ben, vous ramassez des litres et des litres d'eau tous les jours. Premièrement, ça vous fait beaucoup marcher. Deuxièmement, c'est lourd. Troisièmement, dépendant encore une fois d'où est votre source, c'est pas l'activité la plus sûre du monde. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire que les femmes travaillaient plus, mais en tout cas, elles travaillaient pas moins. Ensuite, le travail des enfants. Alors, les enfants, dès tout petits, sont habitués à aider leurs parents, à partir du moment où ils peuvent marcher, où ils peuvent à peu près se débrouiller. Tout petits, comme je disais, ils sont employés pour garder les bêtes, les vaches, les moutons. Alors, dépendant d'où vous habitez, vous n'avez pas forcément non plus une centaine de moutons et 40 vaches, hein, c'est sûr. Mais en tout cas, ils sont utiles pour garder les troupeaux. Souvent dans les montagnes, en alpage, où vous avez par exemple, alors c'était beaucoup plus tard, hein, mais si vous avez déjà entendu parler de la bête du Gévaudan, donc, qui est sous Louis XV. Sous Louis XV, on a beaucoup de jeunes, très jeunes bergers qui sont tués par la bête. Et ce sont des enfants en fait, hein, des très jeunes adolescents, souvent prépubères, une dizaine, douzaine d'années. Donc les enfants sont très vite utiles dans la vie du Moyen-Âge et dans la vie paysanne. Ensuite, dès qu'ils ont, on va dire, passé la quinzaine d'années, ils sont ici, avec les parents, dans les champs, à faire du travail agricole classique. En fait, on n'a pas vraiment de distinction entre
L'enfance et l'adolescence, on passe vraiment d'enfant, avec quelques petites tâches, à jeune adulte, où eh bien, vous êtes tenu de participer, et donc à faire des travaux des champs. Ce qui vous laisse assez peu de temps, bien sûr, pour étudier, voilà, ce genre de choses. Quand vous êtes petit, vous avez le temps de jouer avec les autres enfants du village, jouer à plusieurs jeux, jeux du bâton, plein de jeux comme ça. Et donc vous avez quand même une enfance, vous jouez, vous êtes en plein air, mais vous n'avez pas l'adolescence comme on peut avoir aujourd'hui, avec toute une phase de votre vie où vous étudiez, vous choisissez votre futur métier, votre future carrière. Bon, à l'époque, vous êtes paysan, vous avez des grandes chances de rester paysan, donc pourquoi étudier? Ça vous sert à rien pour passer la charrue dans vos champs. Donc, vous venez de terminer votre journée de travail. Vous aviez eu une tâche assignée pour votre journée, et ma foi, quand cette tâche est terminée, vous n'avez pas forcément, comme aujourd'hui, un manager pour regarder sur votre épaule. Donc, eh bien écoutez, vous avez terminé, vous rentrez chez vous, retournez au village. Alors souvent, bien sûr, les champs n'étaient pas loin du village, donc vous faites cette marche bien sûr à pied, vous rentrez, et alors qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, possiblement vous avez un endroit dans votre village, qui ne sera pas forcément une taverne, hein, vous êtes dans un petit village, une centaine d'habitants à peu près, mais vous avez sûrement un endroit où les gens se rencontrent, où les gens se rassemblent en soirée, possiblement l'endroit où vous brassez la cervoise, quelqu'un qui s'occupe de ça, dans votre village, ou simplement des fois même sur le parvis des églises, oui. On a des sources comme ça de clercs qui se plaignent d'avoir des gens ivres sur le parvis des églises qui jouent au dé. Bon, eh bien, comme vous aviez besoin de sociabiliser, bien sûr, en plus de votre travail, qui était, comment dire, bien sûr, un travail un peu communautaire, vous travaillez avec quelqu'un, avec vos connaissances paysans. Mais quand même, le soir, pour parler, comme aujourd'hui, hein, d'autre chose que du boulot, eh bien, vous vous retrouviez pour parler eh bien, de votre travail, mais aussi, bien sûr, des nouvelles de la ville, possiblement. Peut-être qu'un marchand vient de passer par votre village dans la journée et a répandu des nouvelles sur ce qui se passe dans une ville voisine. Voilà, ou peut-être que vous commencez à avoir vent, il y a des rumeurs, qu'une invasion serait en cours de l'autre côté des montagnes. Voilà, c'est un peu la gazette du soir, si vous voulez. Vous écoutez les rumeurs qui ne sont pas toujours très fiables, et puis surtout, vous riez, vous sociabilisez avec vos collègues paysans. Bon, ceci passé, vous rentrez chez vous. Et vous rentrez chez vous, alors plus ou moins tôt selon la période de l'année, hein, plus tôt bien sûr en hiver, bien sûr, parce que le soleil se couche plus tôt qu'en été, mais vous rentrez chez vous et vous essayez quand même de ne pas trop tarder à vous coucher, parce que vous savez, les sources de lumière comme celle-ci coûtent cher. Et oui, vous n'avez pas forcément une ruche pour vous faire des bougies en cire, c'est sûr, mais même l'huile que vous pouvez utiliser pour vos lampes à huile, ben, ça coûte cher. Et donc, se coucher tard, se coucher après le soleil, c'est un budget que vous n'avez pas forcément, et donc après votre, votre journée harassante, de toute façon, je pense que vous avez vraiment envie d'aller vous coucher, c'est bien normal. Comme vous l'avez vu, la vie d'un paysan au Moyen-Âge est une vie qui est très locale. Très locale, car bien sûr, vous êtes dans un petit village, vous êtes né dans ce village, vous allez sûrement mourir dans ce village, vous ne partez pas souvent, même si pour un pèlerinage, vous pouvez partir, bien sûr, mais il y a des grandes chances que vous connaissiez votre village, les villages alentours, ce qu'on pourrait appeler la région peut-être, mais pas bien plus. Et donc forcément, d'être toujours dans la même communauté, eh bien, ça forge un lien social qui est fort. Donc vous connaissez les gens avec qui vous travaillez, et vous passez votre temps à discuter avec eux. Ensuite, sans forcément l'idéaliser, la vie d'un paysan au Moyen-Âge est une vie plus paisible que la vie que l'on peut avoir aujourd'hui en étant employé de bureau, par exemple. Parce que vous vivez au rythme des saisons, vous vivez en plein air, vous marchez beaucoup, vous faites de l'exercice physique, donc vous êtes sûrement en meilleure forme
qu'une partie de la population actuelle. Alors certes, votre alimentation n'est pas une alimentation optimisée comme on peut l'avoir aujourd'hui, mais néanmoins, vous vivez dans une relative tranquillité. Enfin, malgré la dîme et les impôts que vous devez payer à votre Seigneur, vous avez une charge, une pression fiscale qui, souvent, on pourrait dire, est inférieure, toute proportion gardée, à ce qu'un humain en France aujourd'hui pourrait cotiser. Alors bien sûr, vous n'avez pas la sécurité sociale, donc vous n'avez pas de service public. En cas de maladie, eh bien, vous irez voir le prêtre. Voilà. Vous avez aussi beaucoup de jours fériés, parce que le calendrier liturgique oblige, vous avez peut-être plus de jours fériés à l'époque qu'aujourd'hui. Et Dieu ne vous enlève pas 2 jours fériés sans raison. Bref, j'espère du fond du cœur que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai vraiment pris plaisir à la tourner et j'espère vous voir très bientôt sur Albard. N'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo, à liker cette vidéo. Ça m'aide forcément à lancer la chaîne. Et je vous redis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le Moyen-Âge.